11h30. Je m'appelle toujours Damien Sourisseau et c'est toujours avec Isabelle Barthes qu'on a le plaisir d'animer nos webinars autour des problématiques managériales en lien avec les sujets qu'on peut traiter en formation continue au sein du groupe IGS. Un petit mot donc en introduction pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ces webinars. Donc Isabelle Barthes, je ne présente plus, nous accompagne depuis maintenant plus de 2 ans sur des sujets autour des problématiques managériales pour nous aider à nous inspirer, à prendre du recul. Il y a toujours l'axe décalé un petit peu d'Isabelle qui vient un peu nous percuter et faire en sorte que généralement au bout de sa présentation, on a toujours plein de questions à lui poser. Donc surtout, vous n'hésiterez pas à poser toutes les questions qui s'imposent, même en utilisant le fil de conversation pendant son intervention. Voilà, et puis moi de mon côté, j'ai le plaisir Damien Sourisseau de diriger les activités de formation continue du groupe IGS. Et pour ceux qui découvrent l'activité formation continue du groupe IGS, aujourd'hui on a une spécialisation sur 3 métiers: l'accompagnement des collaborateurs et des managers de la fonction ressources humaines, qui est l'activité historique du groupe IGS Formation Continue, l'accompagnement des populations managériales, avec un ancrage plutôt sur les populations de management intermédiaire et de proximité. Et puis, depuis quelques années, en lien avec une des écoles du groupe, on travaille beaucoup sur les sujets de commerce et de relations clients avec l'école ICD. Voilà, que ça soit sur des parcours sur mesure ou des parcours certifiants par la maille du diplôme ou d'un bloc de compétences, tant en inter qu'en intra. Voilà pour le sujet de la formation continue. Alors aujourd'hui, Isabelle, on a un sujet sur lequel tu as planché rudement, et sur lequel on s'est bien challengé tous les deux. Pour un leadership des femmes, existe-t-il un leadership des femmes? Euh, on va te laisser nous présenter le sujet pendant 20-25 minutes, une Peut-être demi-heure, une demi-heure, oui, une une demi-heure, demi-heure. Oui, hein. oui, à peu près. Et Ouais, j'ai des ensuite, choses à dire. voilà, j'en doute pas un Il y a instant. beaucoup de Et, choses à dire. et autour de midi, voilà, Isabelle nous donnera la parole et nous redonnera la parole. Et moi, j'aurai le plaisir d'animer la seconde partie autour des échanges constructifs avec le maximum d'entre vous. Je vois qu'on est 21 participants. C'est parti. C'est à toi, Isabelle. À nouveau, bienvenue sur ce nouveau webinaire Formation continue, groupe IGS. Groupe IGS, voilà. Alors, donc la question c'était, est-ce qu'il existe un leadership des femmes? Est-ce qu'on a envie d'un leadership des femmes? Et est-ce qu'il existe un leadership au féminin? Et je m'empresse de dire que la réponse risque de peut-être être un peu contre-intuitive. Donc, derrière cette question, en effet, est-ce qu'il y a concrètement plus de femmes à des postes de manager? Alors, oui, peut-être. Les choses avancent, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Et est-ce qu'on va vers un management plus féminin, ce qui impliquerait donc des caractéristiques spécifiques? Et là aussi, je demande de voir les choses de façon un petit peu plus objective et on va dire scientifique que simplement les opinions qu'on a souvent, quand on aborde ce genre de questions. Alors, le véritable enjeu, de toute façon, c'est pas se poser ce type de questions, mais c'est comment faire pour avoir plus de femmes leaders, managers, afin que la moitié de l'humanité puisse contribuer de façon égalitaire à son évolution. Voilà, ce que Mao appelait l'autre moitié du ciel. Il y a dans le monde entier à peu près 50% de femmes et malheureusement, c'est depuis des millénaires que l'humanité existe. Elles ne sont pas vraiment aux manettes. Je vais plus me concentrer sur le management, mais on va le voir, c'est vrai, bien dans bien d'autres milieux. Donc, c'est l'enjeu. Alors, c'est vrai que le leadership, si je m'en tiens à la notion de leader, hein, quelqu'un qui a du charisme, qui attire, qui emmène, qui prend des décisions stratégiques, hein, on le voit, c'est une histoire d'homme. C'est une histoire d'homme, bien sûr, militaire, c'est une histoire d'homme dans la cuisine, hein, même s'il y a bien sûr quelques femmes maintenant qui commencent à apparaître. C'est une histoire d'homme pour les chefs d'orchestre, pour la musique, c'est dans la politique, et on le voit encore tous les jours. Mais l'histoire nous montre avec ses illustrations, ses tableaux, ses photos, que c'est une histoire d'homme. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai depuis la nuit des temps? On l'a beaucoup, beaucoup pensé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus des recherches qui mettent en doute le fait que, par exemple, au temps de la préhistoire, il y a une très belle exposition sur les femmes et la préhistoire, par exemple, au musée de Solutré, à la Roche de Solutré actuellement. C'était peut-être pas si vrai que ça, et que les femmes étaient beaucoup plus présentes sur le terrain, à la chasse.
l'histoire qu'elles étaient en train de cultiver les plantes pendant que les hommes chassaient, on en revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est intéressant aussi de se poser la question de l'enracinement de ces représentations masculines. Mais du coup, ces centaines d'années d'un leadership masculin a structuré nos représentations et nos croyances. La norme est masculine et on va associer au leadership des comportements, des attributs qu'on va qualifier de virilistes. L'assertivité, la colère, l'autorité, la force physique, l'occupation d'espace, la recherche de pouvoir, la notion de territoire. On va en parler un petit peu. Et c'est vrai que vous voyez ces trois images très, très différentes, une série politique, un empereur romain et notre fameux Napoléon, montrent voilà, ce qu'on appelle d'ailleurs le manspreading, la façon dont on s'installe et ces représentations très, très viriles du leadership. Alors, quelqu'un nous a, il y a un livre et une penseuse, une philosophe, Simone de Beauvoir, qui a tout d'un coup dit, mais attention, voilà. Elle dit, en fait, c'est les femmes, c'est le deuxième sexe. Elle dit, elles sont obligées, depuis donc des centaines d'années, de se positionner par rapport à l'homme. Et j'ai retenu cette phrase de son livre, la femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme, et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel, il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Donc se pose cette question de la légitimité, comment trouver une légitimité pour ne pas avoir cette asymétrie qu'elle nous décrit avec une phrase qui est absolument violente. Alors, comment les femmes procèdent? On regarde un petit peu, et ça je m'appuie sur bien sûr de nombreuses études très scientifiques. Elle s'appuie en général sur deux ou trois stratégies que je vais rapidement montrer. L'hypercodage. Alors ça, c'est Margaret Thatcher qui a occupé le poste de Premier ministre en Angleterre, en Grande-Bretagne pendant des années. Et vous le voyez, il n'a jamais intégré, une exception pas longue, une femme à son gouvernement. Elle hypercodait les codes virilistes et ne cherchait pas du tout à s'entourer de femmes. Deuxième stratégie, c'est celle du doute et avec une forme de caméléon, c'est quand même la grande Hillary Clinton, qui a presque été jusqu'à la présidence des États-Unis, mais qui a été hyper présente dans la politique américaine, qui nous dit, il paraît que c'était affiché dans son bureau, look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss. Voilà, il faut penser homme, et c'est vrai que cette stratégie du caméléon est absolument inquiétante par rapport à une femme qui est une femme puissante. Après, il y a une stratégie qui est une forme de déni. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Et c'est vrai que Françoise Giroud a tout à fait raison quand elle dit dans son livre Chienne d'année, la féminité n'est pas une incompétence, elle n'est pas non plus une compétence. Oui, elle a raison. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas le plafond de verre sur lequel on viendra pour les femmes. Et puis, il y a plus récemment, et là, j'ai mis exprès des égéries de milieux très différents. Alors, elles sont américaines, sauf Christine Lagarde, mais c'est vrai que des femmes comme Beyoncé sont des femmes puissantes et qui disent I'm not bossy, I'm the boss. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille, qui est appliqué, mais je suis la patronne. Et là, on a cette affirmation de soi qu'on retrouve maintenant dans la parole de certaines femmes. Mais quoi qu'il arrive, la présence des femmes interroge cette norme du leadership et c'est là-dessus que je vais essayer de me pencher. Du coup, comme ça interroge une norme qui est très, très établie, comme les hommes sont représentants de l'intérêt général depuis des siècles, comme je l'ai rapidement montré, eh bien, on s'est construit une sorte de croyance à l'opposé où les femmes auraient des qualités féminines. On appelle du naturalisme. Voilà, il y aurait un leadership féminin et comme on ne peut pas s'imposer par les mêmes méthodes que les hommes, comme on est obligé de se positionner en tant que femme par rapport à cette norme masculine, on va essayer de construire des qualités féminines qui seraient la médiation, le consensus, l'empathie, le care, etc. Voilà. Et la démonstration est vite faite du fait aussi que ça va être difficile d'être numéro un puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes, on est plutôt en contradiction avec cette autorité très masculine. Donc il y aurait pour à la fois clarifier les choses, à la fois pour les rendre plus légitimes, il y aurait ce leadership au féminin qui s'opposerait au leadership masculin. Alors, si je le vois très vite, et ça, c'est une opinion très largement partagée,
Les femmes sont dans les réseaux, elles sont communautaires, elles sont dans le sujet, elles sont vers l'être. Les hommes sont plus dans le vertical, la hiérarchie, la compétition, l'objet, le faire. Le problème, c'est que quand on regarde toutes les recherches en biologie, en neurosciences, ça n'existe pas le neurone de l'empathie. L'ocytocine serait une hormone de l'empathie, vite dit, vite fait, la testostérone, une hormone de l'agressivité. Je me suis plongée dans beaucoup d'études et franchement, elles sont dénoncées. Une neurobiologiste qui s'appelle Catherine Vidal le dit, oui, il y a des différences entre un cerveau masculin et un cerveau féminin, mais autant quand le cerveau d'un individu est celui d'un autre, qui ne cesse de se façonner selon leur environnement et leurs expériences cognitives respectives. Donc on est bien sur un abandon, quand on regarde les choses vraiment précisément, de cette forme d'inné, de naturalisme de la femme et de l'homme, mais plutôt sur une construction qui est une construction faite par l'acquis, l'éducation et la société. C'est ce que nous dit aussi la très grande Françoise Héritier, hein, qui a écrit là-dessus pendant des années, travaillé sur le sujet, et qui a écrit Auteur masculin-féminin. Le caractère se construit de la différence entre les sexes. La valeur est ce que nous appelons le masculin et le féminin et relève du regard que porte l'humanité sur le rapport des sexes et des explications qu'elle donne de cette dualité. En découlent des jugements de valeur, des règles de comportement comme le partage des tâches, tout ce qui fait les oppositions qu'on le considère comme naturelles, mais qui ne le sont pas. Donc moi, je vais plutôt être dans cette vision d'une construction qui s'est faite en opposition et sur laquelle il va falloir revenir, c'est-à-dire qu'il va falloir, comme le disait Damien, faire un pas de côté, revenir sur des croyances et sur des visions que nous avons construites depuis notre petite enfance. Donc pourtant, quand on voit qu'il y a des femmes, c'est une réussite. Alors, c'est une réussite pour les femmes, sans l'obligation d'être une superwoman. C'est des femmes qui se réalisent, c'est des femmes qui réussissent un parcours professionnel, si je reste dans l'entreprise. C'est des femmes qui sont heureuses de concilier leur vie privée, leur vie de femme, de mère et leur vie professionnelle. Et c'est aussi une réussite pour les hommes, car on ne va pas être seulement dans la plainte féminine. C'est pas simple d'être un homme avec ces constructions très virilistes qu'on a, l'homme qui doit ramener le pain, l'homme qui doit gagner sa vie, l'homme qui doit représenter une forme d'invulnérabilité. Donc il y a une véritable réussite à la mixité pour les hommes et pour les femmes, mais aussi pour l'entreprise. Et si je reprends les travaux de mon collègue Michel Ferrari sur l'Observatoire Schema de la féminisation des entreprises, vous voyez bien que plus le pourcentage des femmes dans la population cadre est important, plus la rentabilité opérationnelle est élevée. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut une prise de pouvoir des femmes, il faut qu'il y ait une mixité à la fois pour les personnes, mais aussi pour la performance des entreprises. Alors, on peut se dire aussi que c'est peut-être le bon moment pour pivoter. Alors, parce que on cherche le moment de le faire. Alors d'abord, depuis quelques années, s'est développée une vision beaucoup plus fluide du genre. Le non-binaire, le no-gender, le genre neutre, le genre fluide, le pansexuel. Voilà. On se rend compte que l'opposition femme-homme, sur laquelle on vit depuis quelques centaines d'années, elle est peut-être beaucoup plus complexe que ça. Et donc, ça nous donne une vision plus fluide. Et là aussi, ça nous permet de regarder peut-être les oppositions différemment. Ensuite, on est dans ce grand paradigme dont on a souvent parlé ici, de la diversité, de l'inclusion. Donc là aussi, viens comme tu es quelqu'un dans ta singularité et on va créer de l'intelligence collective ensemble. Mais voilà, on n'est plus sur des personnes qui sont particulièrement valorisées pour embarquer les équipes. Et puis, il y a eu l'irruption incroyable de MeToo, 2017, ça fait maintenant 7 ans. On en voit encore, si vous avez entendu les actualités, les impacts. Alors, des impacts qui sont vraiment des remises en cause majeures de vision des rapports hommes-femmes. Et c'est vrai qu'on peut surfer là-dessus aussi pour se dire que des femmes peuvent être plus légitimement leaders. Et puis, on a ce paradigme de la responsabilité sociétale et environnementale. Et là aussi, si je reprends les travaux de Ferrari, qui sont des travaux extrêmement construits, eh bien, on voit que plus les effectifs sont féminisés, et meilleure est la qualité de la responsabilité environnementale de l'entreprise. Donc, il y a aussi ça. Après tout, eh bien, si avoir des femmes aux manettes, aux positions de pilote, ou au moins dans des positions de cadre, eh bien, ça amène plus de RSE, c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question.
Et puis, tout change. Il y a un ras-le-bol managérial, on veut plus de sens, on veut plus de reconnaissance, on veut plus d'autonomie. Eh bien, on peut peut-être essayer autre chose. Alors, essayer d'avoir plus de femmes, ça peut être une tentative intéressante. Et j'essaie de me dire que ce sont là des arguments qui ne sont pas uniquement des arguments moraux, des arguments féministes au sens de la revanche à prendre, mais des arguments véritablement objectifs, qui font que beaucoup d'entreprises, cherchant de la performance, de la RSE, de bien-être au travail, peuvent se dire que c'est intéressant d'avoir plus de femmes leaders. Voilà, comme le disait Christine Lagarde, if it was Lehman Sisters, it would be a different world. Voilà, peut-être que si on avait eu autre chose en leadership au moment de la crise, terrible crise des subprimes, peut-être qu'il y aurait autre chose. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles écrits là-dessus. Je pense particulièrement aux travaux faits en Islande sur les gouvernements islandais. Alors, on en est à peut-être des points de rupture. En tout cas, on souhaiterait que les choses évoluent pour des raisons peut-être d'appétence féminine pour des hommes aussi, mais aussi pour les raisons objectives que j'ai décrites. Pourtant, le chemin est long. Alors, les chiffres sont têtus. Je reprends des travaux qui ont été faits par les ministères de l'égalité entre les femmes et les hommes, quand il existait encore, mais on trouve ces sources toujours en ligne. Les différences de salaire restent très importantes entre hommes et femmes à carrière égale. Donc, on est entre du 15 et 20%, et on voit que ces écarts grandissent plus on monte dans la pyramide de la hiérarchie. Il y a aussi du ressenti qui est toujours très négatif. Une étude APEC février 21, il n'y en a pas beaucoup des études comme ça, montre qu'il y a une grosse différence de ressenti dans le climat par rapport à la situation des femmes, ressenti entre hommes et femmes. Alors, par exemple, 41% d'hommes cadres disent avoir perçu une réduction des inégalités entre les femmes et les hommes depuis 5 ans. Très bien. Mais 86% des femmes estiment que les inégalités par rapport aux hommes n'ont pas diminué au cours des 5 dernières années. Donc, le ressenti n'est pas du tout le même. De la même façon, en termes d'égalité des chances, 87% des hommes cadres estiment que les femmes et les hommes cadres ont les mêmes chances de réussite. Et elles sont seulement 63% des femmes à le penser. Donc, de la position qu'on a, eh bien, on n'a pas la même vision et le ressenti, c'est quelque chose d'essentiel en management. Et puis, il reste le plafond de verre. Il reste ce fameux plafond de verre qui fait que tout est possible pour une femme, surtout d'atteindre des sommets hiérarchiques, mais en définitive, ça reste très, très compliqué, comme le montrent plein d'indicateurs. Alors, je reprends l'indicateur des tâches ménagères. Le temps journalier consacré aux tâches ménagères lors du confinement, alors que tout le monde était à la maison, resté dédié aux femmes. Par exemple, 56% des femmes déclarent s'occuper le plus souvent d'aider des enfants à faire leurs devoirs. Et là, les différences pourraient être pas très grandes en définitive. Mais en fait, si on reprend les tâches domestiques au sens strict, c'est-à-dire ménage, repassage, entretien de la maison, on est à 72% du temps fait par les femmes, des tâches prises par les femmes versus 28% des hommes. Et puis, ce bilan qui montre que le plafond de verre existe toujours. Bilan 2022 des entreprises du CAC 40. Aucune femme, en 2022, les choses ont un tout petit peu changé en 2023, mais aucune femme n'occupe un poste de PDG contre 15 hommes. 2 femmes occupent un poste de président. Une seule femme occupe un poste de directeur général. Il y en a 2 en 2023. Et donc, les femmes représentent 3,75% des 80 postes potentiels des instances de gouvernance. Comme le montre la petite figure que j'ai montrée, les barreaux de l'échelle sont compliqués à gravir pour les femmes et ce plafond de verre continue à exister de façon très importante. On retrouve, si je continue la carrière, ce différentiel de salaire sur les retraites, puisqu'il y a 28% en 2020 de différence de retraite, c'est un chiffre de mai 2023, entre les hommes et les femmes, dû évidemment aux arrêts, aux salaires moins importants pendant la carrière, aux arrêts maternité, au congé parental, à des fractionnements horaires, à des temps partiels, etc. Et puis reste le harcèlement discriminatoire qui continue à exister. Alors, je ne parlerai pas de discrimination là au sens très classique du terme, où les femmes peuvent démontrer, et il y a beaucoup d'affaires qui sont portées en justice, qu'elles ont été discriminées sur leur promotion, leur avancée par rapport au fait qu'elles soient des femmes.
Mais là, je parle de harcèlement discriminatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les agissements qui sont subis par une femme, en l'occurrence une personne, mais ça peut être quelqu'un un handicapé, et cetera, et qui portent atteinte à la dignité, qui créent un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant. Et là, il y a beaucoup de souffrance au travail sur ce harcèlement discriminatoire quand les femmes en parlent. J'ai repris une enquête de l'association STOP du 22 mars 2021. 8 collaboratrices sur 10 affirment avoir entendu des blagues sexistes. 74% des hommes s'en disent témoins. Donc, vous voyez, ce n'est pas que les femmes qui le déclarent. Et une collaboratrice sur 2 dit avoir entendu des propos disqualifiants à l'écart des aptitudes managériales des femmes. Et 75% des femmes ont déjà entendu des préjugés associés à la maternité, dont 23% à leur sujet. Donc, ce qu'on appelle le harcèlement discriminatoire, qui crée ces climats voilà, discriminatoires et sexistes ordinaires, hein, continue à exister dans le milieu des entreprises. Et puis, on a le fameux effet Matilda, l'invisibilisation des femmes. Donc, les exemples célèbres de Rosalind Franklin qui a découvert l'ADN ou de Marthe Gauthier qui a découvert le chromosome pour la trisomie 21. Voilà, toutes ces femmes qui ont été spoliées hein, de leur découverte. Un homme a pris, s'est servi, a pris leurs travaux. Et ça, on le retrouve pour des musiciennes célèbres, des mathématiciennes dans l'histoire, un père, un professeur, un mari, qui, sans se poser de questions, les ont invisibilisés. Alors pourtant, il y a plein de choses de faites depuis des années, hein. Je rappelle 51 maintenant de lois maintenant sur l'égalité salariale et l'égalité des chances. Donc depuis 72, égalité de rémunération. Je vous rappelle qu'on est à peu près à 20 de différence de salaire, d'interdiction de discrimination. Et puis des lois, Copé-Zimmermann en 2011, qui montrent que la coercition, ça peut marcher, puisqu'elle demandait l'égalité dans les conseils d'administration et qu'on y arrive. Et puis cette loi Rixain qu'on attend sur les COMEX, tout ce qui est et qui va peut-être aussi permettre à des femmes d'être beaucoup plus présentes dans des comités exécutifs. Alors pourtant, c'est étonnant parce qu'il ne viendrait à personne de dire que les femmes sont moins capables que les hommes parce qu'elles sont des femmes. Voilà. Alors la France, vous voyez, en France, c'est pas le cas en tout cas, quand c'était assez intéressant ce sondage, l'égalité hommes-femmes, combien de pourcentage de femmes pensent que les hommes sont plus doués que les femmes pour certaines fonctions? Alors en Chine, oui, en Russie, oui, en Inde, oui, mais en France, c'est seulement 15. Alors il y a quand même un reliquat qui est un petit peu inquiétant. Enfin bon, les choses évoluent et on n'est plus dans ce regard qui fait que, bah non, on peut pas, elles ne sont pas capables. Pourtant, bon, on peut se dire que j'ai parlé bien sûr de Margaret Thatcher et il y a ce terrible film, hein, qui a tellement marqué aussi les esprits, toutes les femmes ne s'habillent pas en Prada. C'est pas parce qu'on devient une femme, puissante, dirigeante, qu'on devient automatiquement, un diable, comme l'incarne, cette femme dans le film, du même titre. Et puis, on a des femmes qui ont des parcours absolument remarquables dans tous les chefs d'orchestre, militaires, aviatrices, tous les jours, dans le sport. Mais le sport aussi a été un combat encore récent pour, alors non pas l'égalité des salaires, mais des rattrapages récents. Et ces rôles modèles existent. Mais on a du mal, toujours du mal à avoir cette égalité. Et pourtant, bah, je remontre un chiffre qui montre que les études montrent qu'avoir des femmes à la gouvernance a un retour sur investissement important, par exemple en termes de baisse du risque d'investissement boursier, ce qui est quand même là aussi un critère très objectif de réussite des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend et comment on peut avancer? Alors, d'abord, il faut oublier la genrisation des métiers. Là, il y a un vrai sujet. Les femmes sont cantonnées dans des métiers qui sont après dévalorisés, moins bien payés, les études le montrent. Alors, personnel infirmier, les agents d'entretien, les aides à domicile, vous voyez, les chiffres sont énormes. Et là, il y a un vrai sujet sur la genrisation des métiers. C'est-à-dire que les femmes se destinent à des métiers dits féminins, qui rejoignent ce que j'ai dit, le care, alors que les hommes vont aller vers des métiers plus valorisants, et on voit que les salaires augmentent dans les métiers qui sont plus masculins et se dévalorisent dans les métiers qui sont plus féminins.
Il faut aussi oublier le débrouille-toi. Trop de femmes, moi je l'ai vu dans des études que j'ai menées, on les balance dans les entreprises, on leur dit: «Ah ouais, on a le label égalité, vous pouvez avoir des promotions», mais en fait, elles ne sont pas soutenues. Elles ne sont pas soutenues, elles se retrouvent face à des assemblées d'hommes, qui les raillent, qui les mettent de côté. Je l'ai vu dans le transport, je l'ai vu dans des entreprises d'ingénieurs et en fait, après, elles renoncent. Oui, elles ont eu le poste de manager, mais quand elles ont entendu 3 fois dans la journée qu'elles sont managers à cause des quotas, et puis que personne les soutient, eh bien ça passe pas. On oublie aussi de s'adresser qu'aux femmes, parce que s'adresser qu'aux femmes, bah, c'est leur dire: «Il faut qu'on vous mette à niveau». Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites, qui sont intéressantes, comment négocier quand on est une femme son salaire, comment retrouver, de la légitimité. Oui, mais alors n'oublions pas, moi je fais des interventions dans un cercle femmes, il faut toujours inviter les hommes. Si on commence à dire: «C'est que pour les femmes», ben, on leur fait passer le message qu'elles sont pas à la hauteur. Donc il faut toujours, toujours inviter les hommes. Ils viennent pas, mais quelquefois ils viennent et c'est très intéressant. Et puis on oublie les dispositifs avec des effets boomerang. Alors on trouve génial par exemple de mettre 80%, proposer du 80%, travailler 4 jours. Mais alors le problème, c'est que c'est souvent que les jeunes mères enfin les mères de famille de jeunes enfants qui vont prendre les 80%. Et elles vont se retrouver, s'il n'y a pas une politique, mais vraiment de faire, par rapport à ça, elles vont se trouver, stigmatisées par rapport: «Ah bah, elle est désengagée, oui, elle préfère s'occuper de ses enfants» et sur plein de sujets, des très, très bonnes dispositions peuvent devenir des effets boomerang. J'étais avec la présidente de l'association, pour l'endométriose. Les femmes sont donc, certaines femmes sont sujettes à l'endométriose. C'est très, très bien de le reconnaître, c'est très bien de donner un congé pour endométriose, mais les études montrent que les femmes, qui ont osé le dire et ben, elles se retrouvent avec des petites réflexions: «Ah bah oui, mais toi tu vas peut-être pas être en état de» et cetera. Donc il y a un vrai sujet par rapport, aux dispositions qui peuvent avoir des effets, backlash. Et puis on oublie le syndrome de la reine des abeilles. Alors la reine des abeilles, bah, c'est l'exemple de Margaret Thatcher. C'est-à-dire, bah oui, moi je suis parvenue au sommet, mais je ne tends pas la main à d'autres jeunes femmes et je ne les aide pas à grandir parce que c'est tellement, tellement pratique et c'est un vrai fonds de commerce d'être la seule femme au milieu des hommes. Et puis on oublie ce syndrome, alors qui existe chez les hommes et qui est tellement féminin, de la bonne élève. Vouloir être parfaite, vouloir faire tout parfaitement, qui fait qu'on a une charge mentale énorme, qu'on veut tout maîtriser, qu'on n'y arrive pas, qu'on culpabilise, et puis qu'on n'a pas ce rapport à la légitimité dont je parlais. J'ai fait des études qui montrent que les femmes attendent d'être complètement compétentes pour réclamer une promotion, alors que les hommes ne s'encombrent pas de ce type d'état d'âme. Et puis on oublie une chose aussi, que les jeunes générations sont égalitaires spontanément. Bah, là, c'est pareil, moi toutes mes études montrent auprès de masters, d'écoles de management, d'écoles d'ingénieurs que, bah, quand le couple hétérosexuel se forme, hein, un homme et une femme, bah, les répartitions des tâches se font, et c'est plutôt les filles qui font la machine à laver et les hommes qui, vont bricoler si, on s'en réfère par exemple aux tâches domestiques. Il n'y a pas d'égalité spontanée, il y a une reproduction sociale. Si on est dans des familles où il y a vraiment eu beaucoup d'égalité, on a des chances que ça se reproduise, sinon, non. Donc il faut casser les codes mentaux. Il faut casser les codes mentaux et lutter contre l'autocensure ou le conditionnement de doux. Alors c'est vrai qu'il y a le plafond de verre, c'est vrai qu'il y a même les parois de verre, hein. Il y a beaucoup, beaucoup le plancher collant, la moquette collante. C'est-à-dire que dans sa construction, la petite fille, on va voir un peu pourquoi, la jeune femme a du mal à se dire: «Mais je peux le faire, j'y arrive, I'm the boss», voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plancher collant. Ça vient souvent de la bienveillance des parents, hein, qui veulent protéger leur fille. Alors ils le font pas forcément consciemment, hein, d'ailleurs, mais pour son bien, lui éviter, d'avoir des ambitions trop grandes, des métiers à risque et cetera. Et cette autocensure et conditionnement doux, bah, il faut faire exploser ces visions. Alors il faut démarrer tout très tôt, hein, supprimer la sexuation des jouets. Arrêter de penser que c'est Chloé qui joue à faire le ménage et offrir, la petite mallette là, comme je vois de ménage et de repassage à la petite fille et puis, donner la voiture de pompier au garçon. Ça, il faudrait absolument dès la plus tendre enfance, arrêter avec la sexuation des jouets. Il faudrait aussi, dans les études, que les filles, soient beaucoup plus audacieuses et qu'on leur donne cette capacité d'audace, qui se construit petit à petit. J'ai fait des études qui montrent que les filles
vont être plus vers des boulots stables, moins engagés, quitte à être moins rémunérées, moins ambitieuses, et qu'elles pensent que leur entourage va les encourager vers cette stabilité, alors que les jeunes garçons, les jeunes hommes, on est sur des études en master 2, vont être beaucoup plus engagés et vont chercher, et pensent que leur entourage va les pousser à être plus ambitieux. On censure toutes les publicités sexistes, alors celles-là, elles sont vieilles, mais il y en a des toujours qui continuent à exister et je me demande comment on arrive encore à avoir des publicités, sexistes. Parce que ces publicités, ben, elles impriment le regard dès le plus jeune âge. On revoit l'organisation des espaces. Alors ça, c'était un grand sujet, et ben, on découvre que la cour de récréation, ben, les garçons utilisent tout le milieu parce qu'ils jouent au foot et puis que les petites filles, elles jouent à des jeux bien sages à la marge. Mais non, il faut reconfigurer les espaces pour que les filles aient les mêmes droits que les garçons et ça se structure la pensée, et les comportements garçons-filles, dès, l'école primaire. On prend conscience avec les espaces du manspreading, hein, cette façon de dans les transports, au cinéma, comme j'ai montré au spectacle sur cette photo, où les hommes prennent tout l'espace, voilà et où la fille est configurée. Il faut prendre conscience de ça et puis, en management, dans l'entreprise, le man-interrupting, c'est-à-dire l'homme qui, prend la parole, interrompt la femme sans arrêt. Je l'ai encore vu l'autre jour, dans une émission, il y avait Jérôme Garcin et puis Rebecca Manzoni qui étaient, là pour présenter, le passage de relais, du Jérôme Garcin a dû prendre la parole 80 du temps, il l'interrompait tout le temps. Je l'ai vu là récemment, dans des séminaires, que j'animais en formation continue. La mise en retrait de la femme, voilà, donc veiller à la répartition de la parole, c'est l'animateur qui doit absolument, donner la parole de façon équilibrée pour que les femmes puissent s'exprimer. Et puis identifier des rôles modèles, alors des bons rôles modèles, mais ils sont tellement rares. On comptait beaucoup, sur Kamala Harris aux États-Unis, on se rend compte, ben, que c'est pas si vrai que ça. On comptait sur Elizabeth Borne, eh bien, elle n'est plus là, et c'est vrai que les rôles modèles, il faut les trouver et ils sont encore, femmes, à des niveaux politiques, qui sont mondiaux, par exemple, ben, elles sont encore très, très rares. Alors il faut aussi instaurer des mentorats, heu, que des femmes puissent, et accompagner des femmes qui ont déjà fait leur carrière ou en carrière ascendante, au-delà d'être des rôles modèles, donner des conseils, accompagner des jeunes femmes. Alors, avec précaution, sans bienveillance, parce que la bienveillance peut enfermer, mais en leur donnant cette capacité, d'agir, hein, ce qu'on appelle l'empowerment, le pouvoir d'agir. Il faut aussi penser à une meilleure gestion du temps. Le rapport du temps n'est pas le même, quand on est une femme avec la charge de famille, parce que c'est toujours, comme je l'ai montré, statistiquement le cas, on va à l'utile. Donc on va peut-être être moins présente, aux after work, là où beaucoup de choses se passent. Beaucoup d'entreprises maintenant ont renoncé aux réunions, avant 9 heures ou après 17 heures. Mais les temps informels peuvent être tellement importants pour, la création de relations qui ensuite vont conduire à la promotion, et les femmes sont, par définition, moins présentes. Et puis, donc, il faut construire une parentalité équilibrée. Là, des vrais congés paternité. Alors que les hommes qui les prennent, déjà souvent n'osent pas les prendre, et les études montrent que les hommes qui les prennent sont souvent vécus comme moins engagés. Et on pèse sur eux le soupçon d'être moins, voilà, engagés dans leur travail. Et puis aussi construire des retours de congés maternité positifs. Tous les jours, quand je fais ce genre de conférences, j'ai des femmes qui disent, bah oui, que quand elles sont revenues, bah, c'était le placard, quoi, où elles avaient perdu une grande partie, de leurs responsabilités. Et là, en France, par rapport à d'autres pays, on est très, très loin, d'une parentalité équilibrée. Quand on regarde les pays du nord, de l'Europe, quand on regarde le Canada, on voit bien qu'il y a une grande différence. Puis il faut prendre conscience de ses préjugés. On a des préjugés sur beaucoup de choses et par exemple, je vais en prendre un, là, il y a encore eu une étude récente qui a été faite sur, les femmes trop féminines. Et ben, les femmes trop féminines, elles sont pas compétentes et beauty is beastly, voilà et ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai que la beauté peut, favoriser. Il y a des primes à la beauté, quand on travaille sur l'apparence physique dans le parcours, des personnes. Mais il y a aussi des préjugés sur, particulièrement les femmes, jugées trop belles pour être intelligentes et compétentes. Il y a une étude récente qui montre, met en scène, des faux, licenciements avec les photos des femmes, qui auraient été licenciées
Et on trouve beaucoup plus normal qu'elles aient été licenciées pour incompétence quand elles sont belles que quand elles sont moins belles. Ça, c'est très récent, c'est une étude américaine. Alors, je terminerai par comment concrètement. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est d'abord travailler sur des accréditations, c'est-à-dire conduire. Elles ne suffisent pas, hein, les accréditations ne suffisent pas. Je suis rentrée dans des entreprises accréditées où rien n'était véritablement sur le terrain égalitaire, mais les accréditations obligent à conduire une conduite du changement structurant, obligent à compter, obligent à avoir des chiffres, des indicateurs, et remplir l'index égalité homme-femme qui existe, qui n'est pas encore complètement obligatoire pour tout le monde, est très important, avec des écarts qu'on peut mesurer sur la rémunération, sur les augmentations individuelles, sur les promotions, sur les retours de congé maternité et sur les hautes rémunérations. Et c'est vrai que là, on s'appuie sur des critères objectifs et on s'appuie sur quelque chose qu'on va appeler le tiers. On travaille pour le label, on a un rendez-vous et c'est quelque chose qui peut conduire des changements structurants. La deuxième chose, là aussi, on compte. Toujours Michel Ferrari a travaillé sur les 40 entreprises du CAC 40 et il nous montre qu'il y a des entreprises Amazon, des entreprises féminines, des entreprises masculines et des entreprises machistes. Ça veut dire quoi? Amazon, eh bien, vous avez plus de femmes au COMEX que de femmes dans l'encadrement. Quand vous êtes féminine, c'est à peu près égal. Masculine, ben, il n'y a pas de femmes nulle part. Et machiste, attendez, AXA, Hermès, Essilor, LVMH, beaucoup plus de femmes dans l'encadrement et moins dans le COMEX. Voilà. Donc, il faut aller vers des femmes féminines et Amazon, et ça sera très bien. Et puis, fixer des quotas, s'il faut. Personne n'est content des quotas, personne n'aime les quotas, mais je l'ai montré, enfin, je l'ai un peu dit avec la loi Copé-Zimmermann, on va voir ce que donne la loi Rexin, c'est ce qu'ont fait beaucoup de pays du Nord. Eh bien, tant pis, ce n'est pas toujours facile, mais introduire des quotas, c'est introduire de l'équité, comme montre ce petit schéma. L'égalité pure ne suffit pas, hein. Il faut des formes de coercition. Il faut aussi l'engagement du top management. Il faut l'engagement du top management. Et ce n'est pas forcément une femme, hein, le top management. Mais c'est vrai que je vois, par exemple, chez Dexia, avec qui j'ai travaillé, c'est une femme, elle travaille là-dessus. Elle se bat pour qu'il y ait plus de femmes ingénieures, parce que là aussi, hein, genreisation des études, il n'y a pas assez de femmes ingénieures, donc on est sur quelque chose de compliqué ensuite, quand on est une entreprise où il y a beaucoup d'ingénieurs. Mais si le top management ne s'engage pas en faveur des femmes, ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut prendre compte, je vais terminer avec ça, il faut prendre conscience de tout ce qui se passe dans l'organisation. Les pratiques informelles, le temps de travail, les arbitrages de temps de vie, la façon dont on parle, la conscience de l'impact du sexe sur un certain nombre de choses, l'historique, il y a beaucoup de fantômes dans une organisation, l'adaptation du matériel. Voilà. Et ça, c'est une chercheuse qui s'appelle Sarah Rutherford qui l'avait montré. Le diable se cache dans les détails. Il ne suffit pas d'avoir des grandes phrases, il ne suffit pas d'avoir des grandes chartes pour que ça fonctionne au quotidien. Et si on ne veut pas cette dissonance entre des grandes informations et ce qui se passe tous les jours dans l'entreprise, eh bien, il faut absolument faire attention à tous ces points. Voilà. Et puis, il faut que les femmes aussi, pour être leaders, je pense, fassent aussi soient un peu plus réflexives, qu'elles apprennent à lâcher prise. Voilà. Parce qu'elles ne peuvent pas tout contrôler. Et c'est vrai qu'elles ont tendance quelquefois à contrôler, à s'exposer. Ben oui, on va prendre les postes, on va se montrer et on ne va pas attendre qu'on vienne nous chercher. S'assumer dans leurs erreurs, dans leurs choix, sans regret. Savoir déléguer aussi pour ne pas être toujours à tout faire et devenir ces managers poubelles, hein, qui sont prises partout. Faire de l'entrisme. On sait qu'il faut entre 20 et 30% de femmes dans un groupe, mais c'est valable pour d'autres minorités pour être véritablement reconnues. Donc, prendre les places. Et puis, rallier. Ne pas avoir cet effet clapet que j'ai montré, qui fait qu'on est la reine des abeilles, mais que voilà, on ne favorise pas la montée en puissance d'autres femmes qui ont les compétences et qu'on pourrait aider à grandir. Donc pour moi, il faut viser la convergence, sortir, comme je l'ai montré au début, de l'opposition homme-femme en disant les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Non. On accepte qu'il y a de la masculinité chez beaucoup de femmes, et que ce n'est pas l'apanage des hommes, et qu'il y a de la féminité aussi chez les hommes,
et on vise la convergence tout simplement de la compétence, sans penser que c'est naturellement, d'une façon ou d'une autre, qu'on a un leadership masculin ou un leadership féminin. Et chaque fois, je dédicace cette conférence, enfin ce webinaire, à toutes les femmes qui regardent la France comme un modèle d'égalité, parce qu'il ne faut pas oublier que même si nous, on n'est pas encore à une égalité parfaite, il y a tellement d'endroits du monde où c'est terrible, et je pense à ce qui se passe encore en Afghanistan, dont on parle de moins en moins, où les femmes n'existent même plus. Voilà, merci de votre attention et place aux échanges. Bon, je remercie beaucoup pour l'invitation. Nous n'avons pas accès au micro. Alors, attendez. Attendez. Qu'est-ce que je fais? Désactiver tout. OK. Je te laisse. Est-ce que, en attendant que je trouve la fonction, est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question par le, le chat de conversation, qu'on puisse y répondre avec Isabelle? Moi, Isabelle, il y a notamment une question qui m'est venue assez spontanément, hein, en attendant que je puisse vous ouvrir les liens. Il y a cette approche que j'ai trouvée assez surprenante, alors sans trop rentrer dans le débat, mais qui est assez interculturelle sur le sujet. Est-ce qu'il y a le rapport au leadership dans certaines régions du monde? On s'est rendu compte que le rôle de la femme était différent que dans nos civilisations. Est-ce que par rapport à ça, pour toi, c'est une valeur universelle, tu vois, dans ces sujets-là? Comment tu interprètes les choses, tu vois, par rapport à ces sujets de civilisation, d'universalité des choses? Bon, voilà, c'était assez spontanément ce qui me venait à l'esprit. Ou est-ce que c'est un sujet qui est porté par les Occidentaux plus que par d'autres catégories de civilisation dans le monde? Comment tu vois les choses? En fait, je les vois en lisant ce que disent beaucoup d'historiens, d'anthropologues, de sociologues, c'est qu'en fait, comme on n'est pas sur si on refuse la naturalisation, on est sur du construit. Et donc le construit, il a été, c'est des racines culturelles, hein. Et en effet, les sociétés matriarcales, elles n'existent pas beaucoup dans le monde. On est toujours sur des sociétés patriarcales. Les années passant, les siècles passant, on voit en effet qu'il y a des zones du monde où la femme prend beaucoup plus de place. J'ai cité les pays du Nord qui sont particulièrement égalitaires, le Canada, que je connais bien, lui aussi, qu'il est, et la France n'est pas mal placée, hein, l'Europe n'est pas mal placée. Mais c'est vrai que on est tout le temps inscrit, on est le fruit de notre histoire, on est le fruit de nos racines culturelles. Donc, cette inégalité femmes-hommes, je l'ai montré un tout petit peu très très vite avec les tableaux, l'histoire, elle est universelle. Elle est universelle. À quel moment dans l'histoire un peu de l'humanité, avais l'air de dire qu'à la préhistoire, etc., les sujets étaient, semble-t-il, beaucoup plus égalitaires qu'aujourd'hui. Ah non, je ne dis pas qu'ils étaient égalitaires, mais les représentations qu'on a commencent à vaciller. Mais c'est comme des historiens du Moyen-Âge montrent quand même que les femmes étaient plus présentes qu'on le dit actuellement. Après, il y a la présence, il y a la participation, et puis il y a véritablement la prise de décision. Là, on était sur le leadership, hein. Bon, il y a quelques reines qui ont régné, hein. Je pense à Élisabeth Ier, mais c'est des cas très particuliers, et il ne faut pas, par une mise en avant d'une personne, cacher la forêt de l'inégalité. Ok. Alors, je vois qu'Adèle s'est connectée, elle a fait un petit passage. Alors, est-ce qu'elle est repartie pour essayer de vous redonner les accès? On refait Oui, une ça serait. tentative, peut-être une prise de parole. Je ne sais pas, j'ai trouvé intéressant que vous me donniez une importance à l'index. Alors, attends, on va avancer. Donc, c'est alors AM, c'est Aliénor peut-être. J'ai trouvé intéressant que vous donniez une importance à l'index égalité pro-homme-femme, alors que j'entends en entreprise par certains acteurs que cet index n'est pas ou n'est pas encore utile. Qu'en pensez-vous? Alors, tout le problème des outils, des index, des accréditations. Si on ne le fait pas sérieusement et qu'on met un petit vernis, hein, les indicateurs pastèques, vert dehors et rouge dedans, qu'on triche, qu'on le cache au fond d'un tiroir, oui, il n'est pas utile. Mais si on en fait un outil véritablement avec des objectifs, hein, d'ailleurs, d'amélioration, non, il est utile, il est bien fait, je trouve. Ok. Et, Alors, il faut avoir le courage de l'utiliser, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui, comme elles ne sont pas obligées de le faire légalement, s'en passent, hein.
Alors, c'était pas Liénor, c'était Annick qui avait posé la question. Je vous prie de m'excuser, Annick. Et là, je vois que Joséphine souhaite bien lever la main. Oui, bonjour. Alors, Super, bonjour. Ça y est, on a de ça Oui, vous nouveau fonctionne. m'entendez? Allez-y. Ouais, on vous entend très bien. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je m'étais inscrite un peu par curiosité en me disant j'espère qu'on va pas avoir droit à les grandes femmes leaders, etc. Et j'ai pas été déçue. On n'est pas dans le cliché et c'est chouette parce que ça fait du bien aussi. Moi, j'ai une petite question en fait sur la fonction RH parce qu'en fait, on se rend compte dans ce que j'observe dans mon entreprise et puis même à l'extérieur que la fonction RH est beaucoup occupée par des femmes. Mais Ouais. dès qu'on arrive à des niveaux DRH, Mm. et ben là, c'est que des mecs. Et du coup, enfin, c'est une question et une remarque en même temps. Quelque part, est-ce que la fonction RH a un peu un rôle? Mais bon, finalement, même s'ils ont un rôle, il se trouve que voilà, le cliché est là aussi. Et comment finalement, par ces fonctions-là, faire un peu changer les choses? Alors, il y a l'outil, moi je le vois, en l'occurrence, je suis élue dans mon entreprise et on a un DRH qui est toujours ravi de nous annoncer qu'on est à 83, 85, 2 de plus que l'année dernière. Et nous, on lui répond à chaque fois, mais en fait, tant qu'on n'est pas à 100, on a un problème, quoi. Et, mais bon, Alors, c'est progressivement. excellente remarque. J'ai fait hier une conférence devant toute la filière RH d'un grand groupe. On était à 150 personnes, il devait y avoir 2 hommes. Et voilà. Par contre, c'était une femme DRH. Mais D'accord. il y a un problème, alors je vais vous dire franchement, de genreisation des études. Vous avez peut-être fait un master de RH ou une... Moi, quand j'enseigne dans un master de RH, c'est avec des filles. Il n'y a que des Oui. filles. Et on remonte, on remonte, on remonte. C'est ce que je vous disais, les infirmières, les métiers du care. Voilà. Alors déjà, il y a ça. Alors qu'il y a 15% de femmes, de filles, de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et alors après, le DRH, ben, c'est plafond de verre. Hein. C'est en effet le rare homme qui a quand même passé tous les... Enfin, arrive en effet sur des zones de légitimité, de reconnaissance. Et là, c'est tout le début de mon exposé, le deuxième sexe. Hein. Mais ce qui est, à Ouais, ou mon ta avis, plus... conclusion, Isabelle, aussi. Quand tu Oui, parles quand tu as essayé de résumer leader, quand il oui, faut, je ne sais oui, plus quels étaient les termes que tu as, oui, oui, oui. Faire de ça vient de là l'entrisme, aussi, hein. Ouais. s'imposer, tout à fait. S'imposer, ouais, ouais, ouais. Mais il y a un vrai sujet sur la genreisation des études. Pourquoi on n'a pas de femmes? Et là, vous le savez, s'il y a des jeunes femmes dans l'auditoire, la réforme des études qu'a fait Blanquer du bac, qui rendait les maths moins obligatoires, il va y avoir 3 ans de tunnel, encore pire parce que les filles n'ont pas choisi les maths et la physique. Et il n'y a pas de gène de maths et de physique féminin ou masculin. Des pays asiatiques qui ont vraiment porté le sujet, je pense à l'Indonésie, paradoxalement, hein, qui est un pays très musulman, les filles réussissent extrêmement bien dans les mathématiques, la physique. Donc là, là, quand je dis que c'est une construction et des codes mentaux, il y a un vrai sujet. Parmi les participants du jour, les participantes, est-ce que vous avez un avis un peu différent sur le fait de, notamment, voilà, un complémentaire sur le fait qu'il y ait moins de femmes à la tête des directions des ressources humaines que d'autres? Je vois Mélinda, vous voulez prendre la parole? Non, je souhaitais rebondir par rapport à la construction culturelle, en fait, par exemple, autour des mathématiques. En effet, il y a ce lien historique entre justement les mathématiques et certaines cultures donc, d'origine arabe, en fait. Donc, c'est pour ça que ce qui est valorisé pour les femmes. Donc, voilà, c'était juste un apport. Et c'était juste pour dire que j'avais bien aimé aussi le rapport à la féminisation de certaines entreprises et l'implication dans le RS, enfin tout ce qui est RSE. Et je le lis aussi au concept d'androcène qui a été un petit peu exploré. Et enfin voilà, c'était juste ces observations. Et j'avais une question, donc je ne sais pas si c'est le moment, mais que pensez-vous justement, vous avez parlé du mentorat pour les femmes. Et est-ce que vous pensez que des programmes de leadership au féminin dans les entreprises, justement, peuvent pallier et peuvent jouer un rôle essentiel dans le plafond de verre, en fait, pour le Alors, casser, justement? oui, oui. Alors, oui, oui. Alors, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, ce rapport aux mathématiques. Vous savez qu'au début, par exemple, des sciences informatiques, il y avait énormément de femmes et qu'elles ont disparu petit à petit de la scène informatique. Et c'est intéressant quand on regarde des grands secteurs d'activité de voir comment des métiers deviennent plus, alors là, on parle d'intelligence artificielle, plus valorisés, plus intéressants. Il y a eu la finance et ils sont plus masculins et ils se dévalorisent quand les femmes arrivent. C'est des choses
qui sont plus de l'observation que véritablement, enfin, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place. Alors, vous posiez la question, j'ai un Du trou. mentorat Oui, et de mentorat. l'accompagnement autour de Du leadership au parcours de féminin. formation leadership au féminin. Alors, j'interviens dans pas mal d'associations de femmes, vous savez, comme il y a dans des... La question, moi, je dis, c'est comme pour, par exemple, les seniors ou les handicapés, il faut inviter tout le monde. Après, on peut faire un leadership. Moi, je ne crois pas au leadership au féminin. Je crois au leadership. Je ne crois pas au pouvoir d'agir ou à l'empowerment au féminin. Je crois au pouvoir d'agir, à l'empowerment. Après que ce soit, comme je l'ai fait récemment dans une grosse boîte informatique, une association de femmes qui invite, ben, je peux vous dire, c'était une conf sur la résilience, il y avait plein d'hommes qui sont venus. Et ils ont, alors que, voilà, c'était plutôt l'association des femmes. Et moi, je ne veux pas, il ne faut pas rentrer dans cette spécificité féminine, parce qu'autrement, je vous dis, vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne savez pas négocier, vous n'avez pas... Et voilà, et on rentre dans une forme de clanisme qui, à mon sens, n'est pas du tout bon. Et les hommes, quand ils sont présents, bah, ils entendent des choses. Parce que si eux, ils sont hommes, ils ont une femme, ils ont une fille. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui réagissent comme ça. Ah ben oui, et qui vont lever le doigt en disant « Ah ben oui, ma fille, elle a eu ceci » ou « Ma femme, elle a connu ça ». Et ils se rendent compte avec un petit peu, là aussi, un pas de côté, que peut-être leur comportement peut avoir des impacts qu'ils n'avaient pas éventuellement envisagés. Isabelle, moi, pour rebondir à ce que disait Mélinda, c'est OK, une question de leadership au féminin, non, mais leadership pour les femmes, au sens où tu parlais à un moment donné de quotas, tu vois, et où en disant quelque part pour inciter certaines femmes à prendre, à oser, à prendre le lead, et à les inscrire dans des parcours de ce type-là pour ensuite les mettre en situation de responsabilité, pour le coup, qu'est-ce que tu en penses, tu vois, dans cette logique en plus de forcer un petit peu le cadre de départ? Oui, mais je pense que, une fois de plus, si on commence à dire c'est que pour les femmes, il y a des hommes qui n'osent pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des hommes. Et alors, on est sur des grands nombres. Non, non, moi je crois qu'il faut véritablement ouvrir. C'est comme sur les seniors, quand on commence à faire des trucs pour les gens qui ont plus de 50 ans, qui ont moins de 30 ans, on catégorise les gens et paradoxalement, on les enferme dans quelque chose qui s'imagine être, alors que le but du jeu, c'est justement ma singularité. Vous savez, en management, on parle de plus en plus de signature, de singularité. Ma signature, voilà. Et ma signature, ce n'est pas fille, garçon. C'est ma signature en termes de compétences et de leader. Donc, et après, tant pis s'il y a 90 filles qui viennent pour un garçon, mais c'est ouvert et ce n'est pas spécifique. Et c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple pour moi de dire le contraire, hein, parce que alors là, c'est un vrai business, hein, les femmes, la formation du leadership féminin, les qualités féminines. Il y a un vrai business là-dessus. C'est beaucoup plus facile parce que on s'enfourne, comme les catégories, là, on est travaillé, tu sais, les générations X, Y, Z, on s'enfourne dans les croyances. Ah ben c'est tellement fait. Ah ben c'est ce que je voulais entendre. Ben non, je crois qu'il faut lutter contre ça. Et quand je vous cite héritier, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui a travaillé des dizaines d'années là-dessus. Quand je vous cite une neurobiologiste comme Vidal, voilà, c'est quand même des démonstrations que moi, je ne peux pas faire de cette façon-là, mais sur lesquelles je m'appuie pour dénoncer cette vision. Alors, on approche de la fin de notre webinaire. On peut prendre encore une ou deux questions. Est-ce que certains veulent rebondir? Donc, Mélinda, voilà, nous te remercie. Complètement en phase avec votre réponse. Bon, bah, ça a l'air de... Sophie, est-ce que vous voulez juste conclure sur les propos d'Isabelle? Pas spécialement, mais merci. En tout cas, moi, c'est exactement le discours que je souhaitais entendre, en fait, hein, quand il y a effectivement des programmes leadership au féminin. Nous, on l'a mis en place aussi récemment, tout récemment. Après, il y a aussi le poids de l'histoire du groupe, hein, qui fait qu'il y avait aussi un besoin, une nécessité de démarquer un peu parce qu'on était un peu oubliés. Et malheureusement, on est obligé de passer par ça pour pouvoir aussi mettre en évidence cette envie que les femmes arrivent aussi à des postes un peu plus hauts dans la hiérarchie et surtout enlever aussi le poids de la hiérarchie. Mais je suis en phase sur le fait qu'il devrait y avoir du leadership pour tout le monde, évidemment, et que c'est effectivement la convergence des compétences qui est important pour la pérennité de l'entreprise. Mais malheureusement, au regard de cette
de ce constat où les femmes ne sont pas à des postes. Alors, j'ai la chance d'avoir une DRH féminine, enfin femme, mais c'est pas pour autant que sur toutes les directions, on ait des femmes au poste de direction. Donc, mais on a été obligé de passer par là parce que pour avoir une prise de conscience aussi. Voilà. Donc, quelquefois, on n'a pas trop le choix, mais c'est un bon début. Après, il faudra effectivement, dans les autres années, je pense, mixer et mettre plutôt, détecter les leaderships plutôt que juste les femmes, quoi. J'ai une question à vous poser. Est-ce que si vous l'aviez offert aussi à des hommes, vous ne pensez pas qu'il y a des hommes qui auraient été contents de venir? Parce qu'on présuppose la vulnérabilité des femmes, mais on ne présuppose pas celle des hommes, a priori. Et moi, je vois, il y a beaucoup d'hommes, ce que j'ai essayé de dire rapidement, mais ils ont besoin aussi de ça, de cette confiance. Et je pense en eux qu'ils n'ont pas. Et c'est des fois encore plus dur pour eux parce qu'ils ne sont pas censés avoir ce. Vous voyez? Et je trouve que moi, je travaille de plus en plus sur la force de la vulnérabilité. Je travaille sur plein de sujets et je trouve que c'est intéressant de s'autoriser quelquefois. Alors, je ne sais pas si Damien, qui est un manager, s'autoriser quelquefois à dire, mais j'ai aussi besoin de ça. Et la question que je vous pose, Bien c'est sûr. si vous l'aviez ouvert aux hommes de votre groupe, vous pensez qu'il y en a qui seraient venus? Alors, moi, je l'aurais ouverte aux hommes, personnellement, D'accord, mais d'accord. la décision, elle venait pas forcément que de moi. D'accord. Mais effectivement, je crois, je crois à l'égalité, homme-femme, mais aussi, pour pas stigmatiser, comme vous disiez, sur, la «faiblesse» entre guillemets de la femme et qu'on va leur mettre un dispositif parce qu'on les voit pas, elles ont besoin d'être visibles et ça répond à la marque employeur et cetera. Moi, je crois plus à quelque chose de toujours en relation avec le bon sens, quoi. On a autant de compétents hommes-femmes et que c'est justement d'arriver à mettre en valeur les collaborateurs dans son ensemble et pas stigmatiser sur la femme. Mais encore une fois, c'est mieux. Je trouve que c'est Oui, bien tout à parce fait, qu'il y en je avait comprends. besoin. Je comprends. Après, il faudra le réadapter, le réajuster, effectivement. Alors, Non, c'était Sophie, juste une question parce que je comprends tout à fait. Ouais. et Isabelle, je vois qu'il y a Annick pour lequel on va prendre une dernière question par rapport au timing de notre webinaire. Alors, je crois que vous aviez commencé à intervenir au tout début, Annick, de mémoire. C'était en posant une Oui, question. Allez-y, oui, Annick. oui, tout à fait, Damien. C'était concernant l'index, effectivement, égalité pro. Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit donc Isabelle sur le fait que c'était aujourd'hui probablement important de mettre des quotas pour arriver effectivement à ce qu'on recherche aujourd'hui. Mais en parallèle, on entend les discours de certains que les femmes ont obtenu leur poste grâce finalement à ce soi-disant quota. Donc il y avait déjà cette remarque-là. Et puis, ce qui était intéressant et vraiment utile, c'est le fait que les femmes doivent savoir lâcher prise et aussi avoir aussi confiance finalement en leurs compétences et que si elles n'ont pas à 100% les compétences attendues sur le poste, eh ben, elles peuvent quand même postuler. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un peu ce qu'on remarque, quoi qu'il en soit aujourd'hui. Alors oui, sur le deuxième point, ce fameux syndrome de la bonne élève, j'attends. Alors j'ai fait plein d'études là-dessus chez des étudiants. C'est un vrai problème. Non, non, on n'attend pas, on avance. Et en effet, mais c'est le rapport à la légitimité, à la confiance en soi. Ensuite, où vous avez raison, toute la problématique de la discrimination positive avec les quotas. Mais là, je crois qu'en effet, ça renvoie aussi au fait qu'on ne doit pas, quand on fait de la discrimination positive, sur les femmes par exemple, les laisser toutes seules se débrouiller. Ah ben, et elles deviennent des femmes quotas. En effet, elles entendent plein de trucs. Moi, j'ai entendu des horreurs dans des entreprises qui avaient fait ça. Et en fait, il faut qu'elles aient un véritable soutien organisationnel, quoi. Et que ça va avec des campagnes de communication, ça va avec des réunions de leadership mix, ça va avec plein de choses. Si elles sont larguées toutes seules, débrouille-toi et elles deviennent des femmes quotas avec voilà, ce qu'on voit des fois à la télévision, vous savez, c'est assez marrant, les femmes policiers qui sont dans des groupes d'hommes, enfin, c'est assez marrant. Voilà, c'est assez mis en avant. Mais ça, c'est un vrai sujet de support organisationnel. C'est un peu le dernier slide de Sarah Rutherford. Et puis, quand je dis, ça vient aussi de l'arbitrage du top management qui doit toujours soutenir ces sujets parce qu'ils ne sont pas naturels, en fait.
Merci Isabelle, merci mesdames. J'ai vu un ou deux messieurs autour du Teams Ils aujourd'hui. ne sont pas exprimés. Toujours un plaisir de te voir intervenir sur tous ces sujets qui nous permettent de prendre du recul. Tu as toujours ce pas de côté qui nous permet d'être en dehors du discours un petit peu classique qu'on peut entendre, et ça, c'est ce qui fait toute ta richesse, Isabelle. Merci à tout le monde donc, pour votre participation, pour les échanges de la journée. Et puis, bienvenue sur un prochain webinaire donc avec les équipes marketing, communication du groupe IGES Formation Continue. On vous tiendra informé un peu des prochains événements. Et puis, midi et demi, c'est l'heure d'aller manger. Donc, bon appétit à tout le monde. Je vous dis à très vite sur un prochain webinaire. Merci tout le monde.